Bonjour à tous, ça fonctionne. Bienvenue donc pour cet atelier Grandir à l'international, se faire accompagner dans sa stratégie d'implantation. Je suis Géraldine Lamblay, directrice générale adjointe de MEDEF International et je suis ravie d'accueillir nos différents intervenants avec moi. Sharafa Chebani de la Chambre de commerce France Internationale et d'industrie France Internationale, Sylvie Dupont de Pramex et Quentin Duriez d'Altios qui auront le plaisir d'échanger avec vous dans quelques instants. Nous nous sommes posé cette question de grandir à l'international et surtout la question des implantations parce que vous connaissez maintenant les chiffres par cœur. Les entreprises françaises investissent davantage qu'elles n'exportent. On a 122 000 entreprises exportatrices en France, ce qui est autant que les Pays-Bas. C'est quand même intéressant. C'est 2,5% des entreprises françaises versus l'Allemagne, 275 000, à peu près 8% des entreprises allemandes, et l'Italie, 191 000, c'est 4% des entreprises italiennes. Mais la force de la France, et c'est ça qui est intéressant, ce sont nos implantations dans le monde, aussi bien en volume de vente, en nombre de filiales et en nombre d'emplois créés. Donc nous sommes d'excellents investisseurs à l'international. Et ce qui est important, par rapport à la concurrence, c'est justement ces différents atouts et c'est de comprendre comment est-ce qu'une entreprise aujourd'hui qui n'est peut-être pas encore à l'international ou qui a commencé sa démarche internationale va réussir à s'implanter dans un pays, donc à l'étranger, et surtout à surmonter les différentes étapes, voire difficultés parfois qui peuvent se poser à elle. Donc, je vous propose tout de suite d'aborder le vif du sujet en commençant par préparer. Anticiper et bien préparer. Je vous fais passer le slide. Voilà, vous voyez les différentes étapes. Je ne sais pas si vous les voyez bien, je vais peut-être m'écarter un tout petit peu pour vous laisser... voilà. On va commencer par la phase anticiper et préparer avec un focus sur l'entreprise, ce qui va me permettre de vous parler un tout petit peu de MEDEF International et je vais passer ensuite la parole à la Chambre de commerce. Pour vous dire la complémentarité de nos actions. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs en France, vous le savez, souvent c'est un objet de discussion, mais finalement, on a chacun des forces qui sont très complémentaires et c'est surtout ça qui compte pour vos entreprises. Donc, nous, à MEDEF International, on fait un accompagnement collectif. On ne fait pas d'individuel. Et les entreprises viennent à MEDEF International pour capter une information stratégique pour leur business, pour comprendre les priorités des marchés. Alors, on travaille surtout sur les marchés émergents et en développement, mais on travaille aussi avec le Canada, la Corée, le Japon, qui ne sont pas tout à fait en développement, mais qui sont des marchés assez protectionnistes. Et les entreprises qui viennent, quelle que soit leur taille, MEDEF International, c'est 65% de PME, 25% de TI. Je le précise parce que parfois on a une image un peu CAC 40. Tout le CAC 40 est chez nous, mais il n'y a pas que le CAC 40. Et ce qui est intéressant, c'est justement ces échanges d'informations qui vont permettre aux entreprises de se préparer en captant des données qui sont très importantes pour savoir comment elles vont pouvoir positionner leur offre en fonction des besoins que les décideurs publics et privés que nous recevons au MEDEF ou que nous rencontrons à l'étranger vont leur donner. Donc il y a une dimension information qu'elles viennent capter chez nous et réseau d'affaires avec un partage de connaissances pour pouvoir appréhender un nouveau marché. Je ne suis pas plus longue, je vous donne la parole sur ce premier point. Alors bonjour à tous, je représente le réseau des CCI françaises à l'étranger. Nous sommes un réseau composé de 120 chambres dans 95 pays. Et nous regroupons 35 000 entreprises membres. Et effectivement, dans ces entreprises membres, vous avez une partie des entreprises françaises ayant une filiale ou une structure implantée dans le pays dans lequel nous sommes. En tout, il y a à peu près 48 000 filiales, 48 000 filiales dans le monde pour un investissement en 2022 d'à peu près 45 milliards d'euros. Donc on vous voit quand vous arrivez effectivement sur nos différents marchés, on vous accueille et on vous aide bien en amont dans le cadre de ces préparations avec le réseau de la Team France Export, en particulier avec le réseau des CCI de France. On vous accompagne dans la construction de votre projet. Alors effectivement, nous accompagnons essentiellement des entreprises déjà structurées, déjà assez musclées dans le cadre de leur organisation interne et on s'assure pour vous aider à pérenniser votre activité à l'étranger et surtout vous assurer du succès, et bien que vous soyez prêt avant de vous projeter à l'international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une stratégie bien précise, bien déployée, bien intégrée. Ça veut dire avoir les moyens financiers. Ça veut dire avoir une action cohérente avec des projections marché sur lesquelles vous avez étudié vos opportunités et c'est ce à quoi nous servons.
Nous servons justement à vous aider à choisir vos marchés cibles. Parce que vous vous dites, mon potentiel marché, c'est telle zone, tel pays et telle ville. Nous, on va vous dire, partons sur des éléments tangibles. Et les éléments tangibles, c'est quoi? C'est le taux de croissance du pays, c'est le PIB, c'est la profondeur de marché que vous pourriez avoir. Et c'est ce qui va vous permettre de benchmarker ces pays et de choisir les pays sur lesquels vous allez vous positionner. Donc, c'est la première étape. On vous aide à identifier les pays sur lesquels vous allez vous positionner. Et après, effectivement, l'important, c'est d'avoir des équipes en local, donc des ressources chez vous qui vont vous permettre de pérenniser votre activité. On ne peut pas se déployer à l'international, on ne peut pas se projeter si vous n'avez pas en interne des personnes qui sont prêtes à suivre tous ces projets de développement à l'international. Donc ça, c'est la première étape qui constitue votre action à l'international. Merci beaucoup, Sharafa. Donc ensuite, nous passons à la deuxième étape. Donc nous sommes sur les actions de terrain, la prospection, les salons, les délégations. Et c'est là où les entreprises qui ont déjà défini leur stratégie à l'international vont venir à MEDEF International et puis se diriger vers des organismes qui vont pouvoir les accompagner plus individuellement, parce qu'on est très complémentaires, comme vous allez le comprendre. Pourquoi MEDEF International? Parce qu'une fois que vous avez identifié le marché, les chiffres, vous les avez, vous les connaissez, vous savez quel est le potentiel. Il y a juste un petit élément qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est la géopolitique. Ça bouleverse complètement les échanges dans le monde, ça bouleverse la stratégie des entreprises. Donc il y a une dimension géopolitique ou géoéconomique qu'il faut absolument prendre en compte. Je vais prendre un exemple extrêmement concret. Je rentre de Kiev, puisque nous étions à Kiev lundi et mardi, avec 15 entreprises. Plus de la moitié étaient des PME, des ETI également, patrimoniales, et on a fait quelques grands groupes qui étaient là. Et en termes d'actions concrètes pour aller sur le terrain ukrainien, alors c'est un cas extrêmement particulier, mais je le cite puisque je tombe du train, si je puis dire. Ce qui est très important, c'est effectivement d'aller rencontrer les interlocuteurs. Le plus difficile en Ukraine, c'est de trouver le bon partenaire. Il y a la question des financements, mais les financements arrivent après avoir trouvé le bon partenaire, parce que vous le savez, les entreprises qui vont intervenir sur des sujets comme l'énergie ou sur l'eau, qui sont les deux sujets absolument cruciaux pour l'hiver pour les Ukrainiens, eh bien, ils ont besoin d'avoir des partenaires locaux, des contracteurs, qui vont pouvoir travailler sur place, parce que les entreprises françaises ne sont pas en capacité d'envoyer des personnels sur place pour des raisons de responsabilité pénale. Je ferme la parenthèse de l'Ukraine, mais pour dire que donc, les actions de terrain, ce sont les missions pour bien comprendre, pour rencontrer les interlocuteurs privés, pour rencontrer les interlocuteurs publics aussi, parce que évidemment, alors dans le cas de l'Ukraine a fortiori, mais dans tous les pays, le public, c'est-à-dire les décideurs politiques, c'est eux qui définissent un peu on va dire les orientations, la voie vers laquelle ils veulent développer leur marché. Et ça, c'est important de le comprendre et de bien le savoir pour ensuite être pertinent dans l'offre que vous, entreprise, vous allez faire sur ces différents marchés. Donc le terrain, ça peut être aussi des salons. Alors les salons, vous connaissez Business France. Business France fait 124 pavillons France par an dans le monde. MEDEF International, on en fait 5. On est un peu moins connu, mais on en fait 5, notamment dans l'agro, l'agriculture et l'agroalimentaire. Et ce sont des salons qui permettent que ce soit, on fait aussi des pavillons France, mais que ce soit BF ou MEDEF International, l'objectif pour vous, ça va aussi là d'être présent sur le terrain. On fait un salon qui s'appelle Jazz Agro à Alger, par exemple, et qui a lieu en avril 2025, où là, vous allez pouvoir effectivement présenter vos produits. Les salons ont un coût, donc il faut effectivement bien mesurer le ROI que vous aurez, mais ça, c'est aussi important pour rencontrer des partenaires. Donc que ce soit des missions, que ce soit des rencontres, des réunions à Paris avec des décideurs étrangers, que ce soit des salons, quelle que soit la forme, ça fait vraiment partie des premiers pas à faire pour aller sur le marché. Et pour l'Ukraine, puisque j'en parlais à l'instant, il y a le fameux salon Rebuild Ukraine qui aura lieu en novembre à Varsovie. Et là, il y a un nombre, donc c'est Business France qui monte le pavillon France, nombre de PME, pas de grands groupes, des PME qui seront présentes sur place. Et je peux vous dire que les Allemands, les Italiens, les Polonais seront évidemment là. Mais là, on a 45 entreprises. On est parti de 10 il y a 2 ans. 45 entreprises qui se positionnent aujourd'hui sur la reconstruction en Ukraine. C'est un premier pas. J'insiste là-dessus parce que l'Ukraine, c'est quand même pas facile. Mais c'est un premier pas. Et ensuite, donc, ce qui est très important, évidemment, c'est la mise en place de réseaux. Les réseaux, c'est évidemment tous les liens que vous allez pouvoir faire et développer, je surveille l'heure, avec des entreprises françaises implantées dans les pays. Et là, c'est le rôle des chambres de commerce françaises à l'étranger, très important. Mais c'est également la possibilité d'échanger avec des entreprises qui sont présentes dans les pays et qui sont
présente, je veux dire, à Paris. Et c'est vrai qu'à MEDEF International, lorsque vous participez à l'une de nos réunions, il y a beaucoup de networking avant et après la réunion. Après, il y a les échanges avec nos interlocuteurs étrangers. Mais le partage d'expériences entre entreprises françaises, entre grands groupes, petites entreprises, start-up, ça fonctionne très bien parce que ça permet aux entreprises de se connaître dans un milieu, on va dire, assez privilégié, où elles peuvent, en toute confidentialité, partager leurs synergies, voir en quoi elles sont complémentaires. Et c'est vrai que dans les missions de MEDEF International, et c'était le cas en Ukraine, il y a des entreprises qui ne se connaissaient pas, des PME, des ETI, qui sont revenues et qui étaient déjà en train de réfléchir sur comment elles allaient proposer une offre ensemble pour le marché ukrainien ou pour d'autres marchés dans le monde, parce qu'elles se sont dit, mais on ne se connaissait pas, mais en fait on est hyper complémentaires, c'est vachement bien ce que tu fais toi sur les réseaux d'eau, moi je fais ça sur les réseaux d'énergie, et il y a quelque chose à faire ensemble. Donc voilà, donc ça c'est un réseau qui est assez informel, mais assez structuré finalement, et qui permet d'embarquer aussi bien des startups que des PME, que des ETI, avec des grands groupes, et ça fonctionne très bien. Et puis vous avez sur place, évidemment, les chambres de commerce à l'étranger, françaises à l'étranger. On a été très bien reçus par la chambre de commerce française en Ukraine, qui avait rassemblé les entreprises françaises qui sont restées là-bas d'ailleurs, et on a eu de très bons échanges pendant toute une soirée sur la pratique des affaires en Ukraine et comment est-ce qu'on trouve justement un bon partenaire. Mais là, je laisse la parole à Sharafa. Oui, alors je suis totalement d'accord. Si vous cherchez à vous déployer sur un marché précis, quel que soit le marché, regardez s'il y a une chambre. 120 chambres dans 95 pays, a priori, vous devriez pouvoir nous trouver. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut regarder le programme, tous les programmes que ces chambres font, le programme France Export. Regardez aussi vos CCI locales, quels sont leurs programmes de développement à l'international. Il y aura des missions. Clairement. Donc ça peut être des missions de découverte, des learning expeditions, des rencontres acheteurs. Nous-mêmes, nous organisons des rencontres acheteurs pour vendre à l'opérateur ferroviaire local, vendre à l'opérateur énergétique local, découvrir les ports. Enfin, on organise tout un tas d'événements sur plusieurs secteurs d'activité. Je pense qu'on couvre à peu près tous les secteurs d'activité. Nous organisons des symposiums. Donc vous aurez, peu importe le secteur d'activité, peu importe le pays, un événement sur lequel vous pouvez effectivement vous positionner. Ce qui est important aussi de souligner dans le cadre de nos activités, c'est que nous avons, en plus de nos 35 000 entreprises membres, des comités sectoriels. Des comités sectoriels sur la RSE, sur l'énergie, sur le luxe, sur l'industrie, le ferroviaire, l'automobile. Et donc là, vous avez un pool d'entreprises françaises et locales qui échangent régulièrement. Et en rentrant dans le réseau des chambres françaises de commerce, vous pouvez accéder immédiatement à ces comités sectoriels. C'est-à-dire qu'il faut nous utiliser comme étant des accélérateurs. Vous n'avez pas à vous dépatouiller dans un pays, essayer de le découvrir par vous-même. Pénétrez la chambre et voyez ce qu'on est en capacité de vous proposer. Et là, vous verrez que le mot accélérateur a tout son sens dès lors que vous intégrez notre réseau. Merci, Sharafa. Et alors, la question suivante qui se pose, vous avez trouvé le marché, vous avez l'offre qui va bien, vous voulez vous implanter parce que de plus en plus, dans les pays, surtout émergents en développement, on vous demandera d'avoir un partenaire local. Vous avez trouvé le partenaire. Il faut quand même que vous envoyiez quelqu'un sur place. Je veux dire, ça ne va pas se faire à distance, par Teams. Et un développement commercial, ça ne marche pas comme ça. Et donc là, il faut trouver des solutions. Quand vous êtes une petite entreprise, ce n'est pas forcément facile, mais il faut trouver une solution qui vous permettra d'être présent physiquement sur le marché pour ensuite pouvoir grandir. Et là, vous allez avoir des solutions qui vont être proposées à la fois par Altios et par Pramex. Tu veux intervenir sur l'encrage d'abord ? Oui, alors je peux commencer et tu poursuis. Effectivement, alors on a des solutions qui permettent à l'entreprise de se déployer, de se développer commercialement. Nous avons investi à l'étranger dans des bureaux, ce qu'on appelle le booster, des business centers. On a à peu près 1600 postes que nous pouvons mettre à votre disposition. Donc là aussi, on est en mode plug and play. Nous sommes dirigés par des chefs d'entreprise, donc nous essayons de répondre aux besoins des entreprises, clairement. Donc on sait que quand vous allez à l'étranger, vous avez besoin de très vite être intégré à un écosystème franco-local. Donc ces business centers vous permettent déjà d'avoir une première prise d'échange en local. Et bien évidemment, il y a la formule VIE. J'imagine qu'aujourd'hui, il doit y avoir plusieurs séquences sur le VIE, mais nous hébergeons aussi les VIE. Nous les portons, nous faisons du portage de VIE et nous proposons en plus du VIE ce qu'on appelle la mise à disposition de
de force de vente supplétive, des commerciaux à temps partagé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voulez vous ancrer sur un marché, il y a des solutions qui existent. Le booster, le VIE, le commercial à temps partagé, et voire même parfois nos équipes qui peuvent vous aider à commercer et à vendre vos produits. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on évoquait cette forme de plafond de verre qu'une entreprise va connaître sur un marché avec le meilleur distributeur, avec un réseau de partenaires sur place. Le fait d'embaucher localement, un local, j'entends, en complément d'un VIE et des étapes qui ont été décrites auparavant, permet de faire, je dirais, ce pas en dehors du plafond de verre. De plus en plus, les entreprises françaises embauchent, avant même de créer des filiales, on y reviendra, sur des schémas de portage salarial ou de gestion salariale selon les pays sur lesquels vous êtes. Ce sont des schémas extrêmement flexibles, assez simples à mettre en place, qui sont souvent des schémas tests qui vont durer 1 an, 2 ans, 3 ans et qui vont être l'étape un peu intermédiaire avant d'investir de manière un peu plus significative via une filiale qui est évidemment plus engageante qu'un contrat de travail qui est signé avec un collaborateur à l'étranger. Mais simplement pour vous éclairer un peu sur cette notion de recrutement et vous donner un peu les grands chiffres. Nous, Altios, on accompagne ce segment de PME, ETI qui ont déjà des premiers flux d'affaires à l'étranger développés. On faisait une trentaine de recrutements par an avant le Covid. Aujourd'hui, on a dépassé les 200 par an. Uniquement de fonctions business developer, country manager, donc réellement ces personnes qui vont être en front line et à côté des distributeurs avant de passer à l'étape suivante qui est l'étape d'implantation, au sens juridique du terme. Très bien. Et alors justement, quand on arrive à l'implantation, donc on va commencer par ouvrir un bureau commercial dans un pays. En général, c'est la première étape. Certains investissent directement, mais on passe en général par le bureau. Et là, ce qui est important, c'est évidemment d'assurer une présence locale. Donc là, quels sont pour vous les enjeux et les raisons qui poussent les PME et les ETI à créer des filiales de plein exercice et quels vont être les rôles de ces dernières pour asseoir une présence locale forte? Lequel d'entre eux Typiquement, l'une des premières raisons, ça va être de se dire on commence à avoir un business sérieux et on est sollicité par des clients locaux qui demandent de la facturation locale. Ça peut être un enjeu lié à la devise ou un enjeu simplement marketing. C'est vrai qu'à un moment donné, dire qu'on est allemand en Allemagne, américain aux États-Unis, je prends ces pays, je les ai choisis volontairement parce que ce sont des pays relativement nationalistes qui vont demander la capacité à être présents localement, à assurer un service avec des collaborateurs, mais aussi des services de facturation. Il y a aussi d'autres enjeux qui peuvent s'imposer à eux, type les appels d'offres sur certains segments de marché qui imposent de passer par une part locale. Et c'est vrai que ce soit Pramex ou Altios, ça a été un accélérateur fort de business pour les clients, de s'implanter sur place et notamment de proposer des services complémentaires. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques années, l'implantation de plein exercice était vraiment réservée à des sociétés qui avaient déjà une certaine taille, qui étaient déjà matures en France, un peu leaders sur leur marché. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que comme les relais de croissance sont plutôt à l'étranger, les entreprises françaises sont beaucoup plus enclines à aller très rapidement s'implanter et que souvent, le premier test, c'est effectivement, une fois qu'on a passé un petit peu toutes les étapes de prospection commerciale, de relations au travers de partenaires, c'est d'y aller en direct. Et ça passe souvent par des embauches locales. Comme on l'a dit, la préférence nationale, on la constate dans beaucoup de pays. C'est vrai que l'Allemagne, c'est un très bon exemple. Et il faut savoir notamment qu'après peut-être avoir testé un peu le marché avec un VIE, on peut très bien rencontrer sur un salon ou dans son écosystème une personne, un Allemand, un Espagnol, un Italien, et on se dit ça serait super si on pouvait embaucher cette personne, mais comme le marché est encore pas, j'ai encore pas suffisamment testé, j'aimerais bien pouvoir le recruter. Et c'est une solution qui est assez peu connue des chefs d'entreprise, mais il faut savoir qu'en Europe, on peut tout à fait embaucher un salarié à l'étranger avec un contrat de droit local. Donc demain, vous pouvez embaucher un Allemand en Allemagne, il sera rattaché à votre structure en France. Et ce sont par exemple les équipes de Pramex à Francfort qui feront tous les mois la fiche de paye, les déclarations sociales aux différentes caisses, qui paieront la retenue à la source. Voilà, vous serez tout à fait en conformité par rapport au droit local. Et ça vous permettra d'avoir une ressource dans le pays qui pourra prospecter pour vous, aller visiter des clients, qui sera un Allemand implanté localement, qui fera le suivi de vos clients. Et c'est vraiment un bon test pendant quelques années pour pouvoir vous développer et valider si déjà la personne est la bonne personne et si le marché répond activement. Et puis bien sûr, cette étape de filiale, comme on l'évoquait avec Quentin, elle est importante, comme Quentin le disait, pour facturer, aussi pour protéger votre maison mère en France. Par exemple, si on prend l'exemple des États-Unis, on sait que c'est un pays qui est assez procédurier.
Demain, si vous avez une filiale aux États-Unis, ça peut protéger votre maison mère, c'est-à-dire que s'il y a un recours, un litige avec un client, un distributeur, votre filiale, elle jouera un petit peu le rôle de pare-feu et elle protégera la maison mère en France parce que vous aurez justement une structure qui portera localement vos contrats, votre facturation, qui aura une fiscalité et donc vous serez protégé dans le cadre de cette évolution. C'est assez important. Et ça vous évite d'un point de vue fiscal de la requalification de chiffre d'affaires à partir du moment où le chiffre d'affaires devient important sur un marché, que vous avez une présence locale avec un collaborateur ou même un agent ou du stock, votre chiffre d'affaires réalisé dans le pays peut être requalifié par le fisc local. Et les États-Unis sont là aussi un bon exemple puisqu'ils sont quand même assez en avance en termes si on prend la moyenne des fiscs internationaux. Donc ça permet aussi de mettre ce coupe-circuit et d'être plus conforme avec les obligations locales en termes d'exécution fiscale. Et donc c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, souvent les dirigeants en sont convaincus, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus qu'il faut qu'ils s'implantent dans ces pays. Alors quand c'est en Europe encore, bon voilà, vous pouvez avoir en interne des directions financières qui connaissent un petit peu comment piloter une filiale en Espagne ou en Italie. Quand on parle de pays plus lointains, c'est complexe. Et c'est là que c'est intéressant de s'appuyer sur des structures comme Altios ou Pramex, où localement on a des équipes avec des fiscalistes, des comptables, des experts RH, des experts juridiques qui peuvent vous permettre d'externaliser toute cette partie back-office qui peut être assez complexe quand il s'agit de pays étrangers avec des pratiques très très différentes et avec des enjeux très importants stratégiquement. Donc n'hésitez pas à solliciter à ce moment-là des experts locaux pour garantir la pérennité des structures que vous implantez à l'étranger comme ça, de cette façon. Et puis une fois que vous serez bien ancré sur le marché, vous allez peut-être regarder autour de vous et trouver qu'il y a une entreprise intéressante, que vous êtes en capacité de la racheter, donc de faire une acquisition et donc d'avoir une croissance externe. Et alors là, la question c'est, est-ce que ce type d'acquisition, on sait que les grands groupes se développent beaucoup par ce biais-là, est-ce que ça c'est vraiment réservé aux grands groupes? Est-ce que les PME et les ETI peuvent aussi grandir par acquisition sur les marchés étrangers? Alors, ça a pu l'être il y a une quinzaine d'années, mais plutôt pour des raisons de bande passante et de capacité des PME ETI à traiter ces sujets-là. Aujourd'hui, très clairement, il y a eu une vague d'accélération très forte d'acquisitions. Petites acquisitions, on ne parle pas d'opérations qui font la une des Échos. Néanmoins, ce sont des opérations qui sont transformantes pour l'entreprise, la PME ETI française, qui va réaliser cette acquisition parce qu'elle va acquérir d'emblée une entité qui compte sur le marché. Donc c'est parfois, j'ai envie de dire, c'est puis, et ça peut être aussi et où. Il convient de se poser la question, est-ce que je m'implante en organique via une filiale ou est-ce que je rachète quelque chose qui existe? Il y a des toutes petites opérations qui sont réalisées. Parfois, on va racheter son distributeur, on va racheter quelqu'un qui va faire du stockage local et ça va donner un point d'appui plus important pour se développer. Donc non, ça n'est plus réservé aux grands groupes. Ça s'adresse à tout le monde. Néanmoins, qui dit acquisition dit intégration. Donc il faut quand même avoir les capacités, et on revient à ce qu'on évoquait au tout début, à être préparé à une intégration qui va suivre un closing à l'étranger, puisque derrière, il faudra faire fusionner énormément de schémas. Mais le processus en tant que tel, que tu vas nous décrire, Sylvie, est aujourd'hui, je dirais, relativement courant chez la plupart des PME ETI qui mettent l'international au cœur de leur stratégie. Oui, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, pour des entreprises qui évoluent sur des marchés matures, très compétitifs, ça va être très long, très compliqué de monter une structure en partant de zéro, en essayant d'embaucher des gens, parce que le marché du travail est très tendu. Si on peut reprendre l'exemple de l'Allemagne, par exemple, monter une structure, se développer, ça va prendre 10 ans. Et le fait de pouvoir passer par une acquisition, c'est beaucoup plus rapide et ça vous permet tout de suite d'avoir des ressources opérationnel, d'avoir un nom local, déjà des clients et une structure qui tourne. Donc c'est vraiment une stratégie et on constate que de plus en plus de PME qui font 20 millions de chiffre d'affaires vont nous solliciter pour aller identifier des cibles dans certains pays qui vont faire entre 5 et 10 millions et qui vont leur permettre justement d'avoir un ancrage et un développement très rapide. Donc effectivement, on va être là pour les accompagner à identifier des cibles sur ces nouveaux marchés à partir d'un cahier des charges et ensuite de les approcher, de voir s'il y a un intérêt pour un rapprochement. Et on va pouvoir bien sûr les accompagner sur toute la conduite de l'opération avec la négociation bien sûr sur la valorisation de l'entreprise, la signature d'une lettre d'intention et ensuite tout le process d'acquisition avec les due diligence jusqu'au closing. Et après bien sûr on rebascule sur la partie post-acquisition qui est aussi très importante. Mais c'est vrai que c'est une stratégie qu'on observe de plus en plus chez nos PME françaises.
Très bien. Il nous reste 5 minutes et 13 secondes pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ou des commentaires? Ou des témoignages? Il doit y avoir un micro qui circule, sauf si c'est moi qui l'ai pris. C'est celui-là? Oui, monsieur. Merci. Bonjour. Est-ce que vous avez des centres de développement de business en Chine ou en Asie ou que en Europe? Des centres de développement de business, c'est des... Vous parliez de pouvoir s'implanter directement dans un pays Oui, et de pouvoir... oui. Alors effectivement, en Chine et en Asie, de façon globale, on est assez bien implanté. On a pas mal de bureaux de disponibles sur lesquels vous pouvez vous positionner, bien évidemment. Ok, parfait. Ça répond à ma question, merci. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas fait trop de cas spécifiques, mais on est tous présents dans beaucoup de pays, donc à chaque fois les réalités sont très différentes. Donc c'est intéressant d'en discuter de façon très spécifique parce que les accès au marché seront très différents à chaque fois. L'un des objectifs de cet atelier, c'est de vous montrer que vous n'êtes pas seul et que vous avez toujours une ou plusieurs personnes ou entités à qui s'adresser pour développer ou asseoir votre développement sur des marchés sur lesquels vous avez déjà du business pour vous aider à le pérenniser et évidemment à grandir à l'international et à accélérer comme évoqué. Bonjour et merci. J'avais une question concernant les chambres de commerce. Pour contacter une chambre de commerce à l'étranger, est-ce qu'il faut les contacter en tant que société ou en nom propre? Parce que moi, par exemple, je n'ai pas de société, mais j'ai contacté une chambre de commerce à l'étranger. Je n'ai jamais eu de réponse. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir une structure déjà faite ou en nom propre, ça peut fonctionner aussi? Alors, en général, effectivement, on répond aux entreprises, mais on est censé répondre aussi à toutes les demandes entrantes. En revanche, on a effectivement des petites structures à l'étranger qui n'ont pas le temps d'absorber toutes les demandes entrantes. C'est pour ça qu'on vous oriente aussi quand vous commencez votre projet, quand vous le pensez, à vous orienter plutôt vers votre chambre locale. C'est plus simple parce que la chambre locale va vous aider à créer votre entreprise, à mûrir votre projet, à l'organiser, va vous orienter vers des financements. Et là, une fois que vous aurez, on va dire, travaillé votre projet en interne, voire même eu des courants d'affaires en France, on va commencer effectivement à vous orienter vers l'international. Mais en général, pour avoir aussi travaillé à l'étranger, on préfère accueillir des entreprises qui ont déjà un courant d'affaires en France. Commencer de France directement à l'étranger, c'est quand même très compliqué. D'accord, merci. Bonjour, je suis Fabrice Lafont, je m'occupe d'un cabaret à Paris. Je vais passer 2 semaines de prospection à New York. Vous pensez qu'il fallait que je rencontre qui sur place ? Si c'est de la prospection au sens recherche développement commercial, allez voir la chambre locale. Oui, en fait, ça dépend ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous cherchez? Quel est votre projet? Le projet, c'est de développer les spectacles sur le territoire américain. Je fais faire partie d'une délégation Business France, mais également d'envisager l'acquisition d'une succursale. Voilà, donc effectivement, il faut nous contacter. Contactez-vous alors. Voilà, moi directement et je vous réorienterai vers les bonnes personnes. Génial, merci. Je crois que chez Pramex à New York, on a 2-3 danseuses qui pourraient être pas mal. Vous me donnerez leur contact alors. Nous, on a plutôt des danseurs, mais ça fera peut-être aussi l'affaire. Oui. Je pense qu'un des parties importantes pour développer le business à l'étranger, c'est la fermeture de l'activité à l'étranger, si ça ne marche pas bien. C'est bien maintenant? Ok. Un des parties importantes, c'est la fermeture de l'activité à l'étranger, si ça ne marche pas. Donc, si vous avez plus de conseils pendant la période de préparation sur le sujet de fermeture. Ouais, c'est un très bon point. Alors déjà, une fermeture s'anticipe, c'est-à-dire qu'on a parlé d'implantation, développement et à fortiori de création de filiales.
il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a des pays sur lesquels c'est plus facile de s'implanter et aussi plus facile de fermer. Parfois c'est facile de s'implanter et très compliqué ou très long de fermer. Donc c'est vrai que ça se met dans un business plan. Et pour revenir sur le sujet du portage salarial par exemple, c'est vrai que vous êtes aussi responsable de l'ensemble des cotisations salariales et jusqu'à la fin de contrat, donc tributaire du contrat du droit du travail local. Donc c'est des éléments extrêmement importants à réaliser. Après, on accompagne des fermetures. Malheureusement, hein, c'est aussi une forme de test de marché. Ça peut s'arrêter aux différentes étapes que vous avez vues là. Mais moi, je considérais de vraiment l'intégrer en amont et de ne pas y aller la fleur au fusil, de ne pas créer sa filiale trop vite avant d'être sûr que de son marché. Et si je peux ajouter quelque chose, là on renvoie un peu la balle à nos collègues de BPI. C'est vrai que BPI a la garantie des projets internationaux. Au moment où vous allez créer votre structure, s'il y a un risque, un risque d'échec commercial sur des pays un petit peu compliqués, c'est pas mal de vous rapprocher d'eux et de mettre en place ce genre de couverture. Merci beaucoup. Merci. Le compteur s'est arrêté. Merci à tous pour vos questions, pour votre attention et reste à votre disposition pour poursuivre les échanges individuellement sur le côté. Merci.